Bonjour tout le monde, ici Nicolas Bouchard et je suis un des organisateurs des rencontres étudiantes du cinéma à Bécomo. On est ici aujourd'hui afin de vous préparer un petit vidéo sur comment monter et utiliser adéquatement l'Osmo, le stabilisateur qu'on va vous prêter lors de l'événement. Fait que, on jase plus tard. Salut! Vous allez trouver toutes les pièces du stabilisateur à l'intérieur de la valise rigide. Vous allez avoir besoin de 3 pièces, soit le pied, le support ainsi que la poignée. Afin d'utiliser le trépied, vous avez seulement qu'à visser la partie mâle filetée du trépied à l'intérieur de la partie femelle filetée de la poignée. Une fois vissé, vous avez seulement qu'à ouvrir les pattes et le stabilisateur va tenir sur une surface plate sans problème. Pour utiliser le stabilisateur, il faut ouvrir le bras. Pour ce faire, vous allez prendre le coude et le tourner dans le sens de l'icône avec un cadenas débarré. Une fois le bras libéré, il va se déplier par lui-même et vous allez être prêt à installer le support. Lorsque vous allez installer votre support sur votre cellulaire, vous devez faire attention à 2 choses. La première, que le côté des supports ne vienne pas écraser vos boutons de votre cellulaire. La deuxième chose, vous devez installer votre support du bon bord. Pour s'assurer que le support est installé du bon bord, veuillez vérifier avec l'icône avec une caméra dessus afin de vous assurer que votre caméra est du bon sens. Afin de fixer le support sur le bras, veuillez vous référer au petit point blanc sur le cercle du support. Celui-ci doit s'aligner avec le point blanc sur le bras. Lorsque les 2 pièces sont imbriquées correctement, vous allez sentir que les 2 pièces s'attirent parce que c'est magnétique et vous allez sentir que le lien est solide. Afin d'ouvrir ou de fermer le stabilisateur, vous avez seulement qu'à maintenir enfoncé le bouton rond avec un M inscrit dessus. Afin d'utiliser le stabilisateur de façon optimale, il faut que votre téléphone cellulaire soit capable de communiquer adéquatement avec le stabilisateur. Pour ce faire, vous allez utiliser une application gratuite qui s'appelle DJI Mimo, M-I-M-O. La connexion se fait facilement à partir de l'application, mais vous pouvez aussi le faire à partir de vos réglages. Si votre téléphone a de la difficulté à se connecter sur le stabilisateur, c'est possible qu'il y ait un conflit entre votre téléphone et d'autres stabilisateurs. Pour ce faire, allez dans les réglages et oubliez les autres stabilisateurs que vous avez utilisés précédemment. Vous allez voir, ça devrait régler le problème. Vous pouvez facilement changer la direction et l'orientation de votre caméra à l'aide de la manette. D'un seul coup de pouce, vous êtes capable de créer un mouvement stable et efficace. Bien entendu, le bouton rond rouge est celui qui permet de démarrer ou d'arrêter un enregistrement. La petite molette ronde avec un cercle rouge sur le côté permet d'ajuster 2 fonctions. Le premier mode est le mode zoom, donc vous êtes capable de zoomer ou de dézoomer facilement. Le deuxième est notre mode focal, ça nous permet d'avoir un effet flou à un endroit particulier, ça donne vraiment un résultat intéressant. Amusez-vous avec ça, c'est vraiment cool. La gâchette a 2 utilités. La première, c'est lorsqu'on est en reconnaissance. Lorsque le stabilisateur reconnaît un visage, il va cibler celui-ci comme étant votre personnage principal. Donc, il va vous assister afin de vous aider à cadrer le tout. Si vous avez plusieurs personnes dans le même champ, vous pouvez sélectionner votre personnage en le sélectionnant à l'aide de vos doigts. Un coup de gâchette nous permet d'annuler cette reconnaissance. Si on appuie 2 fois sur la gâchette rapidement, le stabilisateur remet la caméra à niveau. Le stabilisateur est aussi un outil télescopique, donc en tirant sur la tête, vous allez être en mesure de rallonger ou rapetisser la tête du stabilisateur. Afin de fermer adéquatement le stabilisateur, vous avez seulement qu'à tenir appuyé le bouton rond avec un M inscrit dessus. Pour séparer le support du bras, vous avez seulement qu'à délicatement tirer sur les 2 pièces et vous allez voir les 2 aimants vont se séparer facilement. Afin de remiser le bras, veuillez plier le coude de son côté naturel de façon délicate. Une fois cela fait, veuillez tourner le coude afin que celui-ci vienne se barrer dans l'encoche sur le côté du manche. Finalement, faites tourner le coude afin que le petit cercle blanc soit face à l'icône de cadenas fermé. Pour ce qui est de l'utilisation du logiciel, je vous laisse avec un petit vidéo que j'ai trouvé sur le net qui vulgarise super bien le logiciel DJI Mimo. Alors, lorsqu'on est en mode vidéo, mais pour tous les autres modes, c'est quasiment pareil, avec quelques options en plus ou en moins liées à chaque mode. On va commencer par le premier pictogramme en haut à gauche, qui sert à revenir à l'accueil. Alors, dans l'accueil, tu auras accès à ton profil pour te connecter à ton espace DJI, l'accès à la connexion avec d'autres accessoires de chez DJI, et puis un petit éditeur de montage vidéo, on en reparle à la toute fin de cette vidéo. Je retourne en appuyant sur appareil dans la partie tournage. Ensuite, ce pictogramme-là renseigne sur l'état de batterie du DJI Osmo Mobile. Et ensuite, ce pictogramme-là renseigne sur l'état de batterie de ton smartphone. Ce petit logo de flash barré, comme il le laisse à penser, stipule si le flash est activé ou non.
Ensuite, ce logo-là renseigne sur quel mode de nacelle est activé. Les modes de nacelle, c'est les modes de stabilisation, il y en a 4 et on voit ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Regarde, je l'ai fait changer. À chaque mode, un pictogramme différent. Ce petit logo-là renseigne sur l'état de la molette, donc c'est la molette de focus ou de zoom. Quand on est en ZM, on est sur le zoom mode. Donc tu vois que si je l'actionne, on zoome, on dézoome. Et si je fais un clic, on passe en mode focus. Et cette fois, en actionnant la molette, je peux gérer le focus. Là, on voit que quand j'actionne ma molette de focus, j'agis sur la zone de netteté. Et on voit l'état de cette zone de netteté à droite. Ici, je suis sur un focus très proche et ici sur un focus lointain. Ensuite, ce bouton sert à actionner la caméra de façade. Un clic, caméra de façade. Il active le track directement sur mon visage. On en reparle juste après. Ensuite, ici à droite, on retrouve tous les modes disponibles dans l'application. Photo, panneau, story, vidéo, ralenti, hyperlapse, timelapse, etc. On va tous les voir au cours de la vidéo, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus tout de suite. Je te fais l'affront de te décrire quand même ce bouton, le gros bouton rouge qui sert à activer l'enregistrement. En haut apparaît le timing, la durée d'enregistrement depuis le démarrage, et tu as un petit audiomètre ici pour savoir si ton micro sature. Voilà, je coupe l'enregistrement en appuyant. La main en off ici sert à activer le contrôle gestuel. Il y a un chapitre dédié dans cette vidéo, on en reparle plus tard. Le pictogramme ici de lecture sert à lire les anciennes vidéos enregistrées. Ici en bas, on a une mention sur les paramètres de la vidéo en cours, donc là je suis en auto, j'en reparle juste après. Ici tu as accès à tes objectifs de ton smartphone, donc selon ton smartphone tu auras plusieurs objectifs. Ici sur iPhone 13 Pro, évidemment j'ai le 0.5, l'ultra grand angle, le x1 grand angle et le téléobjectif x3. Sur un iPhone de type pas Pro, tu auras peut-être que 2 objectifs et sur un iPhone encore plus ancien, tu auras peut-être qu'un seul objectif. De la même manière, sur un smartphone Android, selon la marque et le modèle de ton smartphone, tu auras plus ou moins d'objectifs. Les 3 petits points en bas à gauche de l'application servent à rentrer dans les paramètres, donc les paramètres vidéo. On peut activer ou non le flash. On peut renseigner la balance des blancs comme automatique dans des pré-réglages ou la personnaliser en fonction de la température de couleur. Moi, j'aime bien rester en auto pour simplifier pour l'instant. Ici, dans grille, tu peux venir renseigner une grille de manière à faciliter ton cadrage. Tu as même accès à une grille avec des diagonales. Le mode miroir peut être désactivé lorsque tu es en caméra selfie. En fait, c'est juste la caméra selfie qui se met en mode miroir pour faciliter la visibilité de l'image et le retour. Plus facilement lisible. C'est comme si tu regardais un miroir. Le Fast Track Selfie, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Quand je me mets en caméra selfie, il va tout de suite choper un visage, donc le tien en général si tu es en mode selfie, et te traquer dessus, de manière à simplifier ton cadrage. Le mode Dolby Vision est disponible que sur les derniers iPhones. C'est un espace colorimétrique qui est HDR. Moi, je t'invite à le cocher si possible, si tu en as la disponibilité. Les Shot Guides Auto, ici, moi je le laisse désactiver, mais sache que si tu l'actives, tu auras des pop-up dans ton application Mimo avec des conseils liés aux Shot Guides. On verra plus tard ce que sont les Shot Guides. Moi, je le laisse désactiver pour pas avoir des notifications qui apparaissent lors d'un tournage. Ensuite, ici, dans les paramétrages de la nacelle, tu as accès à un petit guide de démarrage ici dans New, qui est un petit guide de tout ce qui est à savoir et à retenir, mais qu'on va voir également dans cette vidéo. Donc sache qu'il est disponible et que ça te permet d'avoir un petit raccourci avec un petit récapitulatif de toutes les options de ton DJI Osmo. Le mode nacelle, c'est juste le mode de stabilisation. Comme on a vu, il y en a 4 disponibles. On en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. La vitesse de suivi, c'est la puissance, la vitesse de réactivité de tes moteurs. L'étalonnage nacelle, c'est pour faire un étalonnage de ta nacelle, comme son nom l'indique évidemment. On en reparle plus tard. Ajustement horizontal de la nacelle. Alors ça, c'est si ta nacelle penche un petit peu. Tu peux venir rectifier l'horizontalité de ta nacelle, voilà, à gauche ou à droite. À toi de voir. Moi, je mets restaurer parce que ma nacelle est bien équilibrée actuellement. Mode molette latérale, donc c'est la molette de focus ou de zoom. Tu peux lui définir comme à l'allumage qu'elle soit directement reliée au zoom ou directement reliée au focus. Ou alors tu peux la couper aussi. Si tu es sur un tournage et que tu sens que parfois ton pouce rip sur cette molette et que ça dérègle ton focus ou ton zoom, tu peux la déconnecter en cliquant sur Off. Appuyez 3 fois sur l'interrupteur. Il y a un bouton sur l'Osmo qui sert à régler la nacelle en mode vertical ou horizontal avec un double clic. On voit ça dans le chapitre d'après sur les raccourcis et les boutons. Mais sache que dans l'application Mimo, avec un triple clic sur ce bouton, tu vas passer de vidéo à photo. Regarde, triple clic. Photo, triple clic, vidéo. Eh bien, ce bouton en triple clic, au lieu de passer de photo à vidéo, est également disponible en raccourci. C'est-à-dire que maintenant, si je fais un triple clic, j'ai accès avec la navigation au joystick et les boutons du DJI à toutes les options que propose l'application Mimo. Voilà. Et ça peut être très pratique plutôt que utiliser l'écran tactile. La vitesse du joystick est également paramétrable, donc rapide, moyen, lent. Contrôle par joystick, c'est-à-dire que libre, si je fais des diagonales avec le joystick,
mon mouvement va être en diagonale, qu'avec horizontal et vertical, je pourrais plus faire que des mouvements horizontaux ou verticaux. Inverser la direction du joystick, c'est-à-dire que quand je vais monter le joystick vers le haut, la nacelle va tomber vers le bas et quand je vais tirer le joystick vers la droite, elle ira vers la gauche. Moi, je préfère rester simple et basique avec la nacelle qui tire vers la droite quand on actionne le joystick vers la droite. Mais il y en a qui préféreront peut-être, ça sera peut-être plus sensé pour eux d'avoir un mode inversé, pourquoi pas. Inverser le sens de la molette latérale, c'est pareil, c'est la molette de focus. Tu peux inverser la direction du focus et inverser la direction du zoom ou tout. Moi, je laisse en position logique pour moi. Tu peux couper le son, donc c'est les sons que émet le DJI Osmo lorsque tu allumes, lorsqu'il est en défaut ou lorsque tu l'éteins. Et ensuite, la dernière page des paramètres, tu as des informations sur le numéro de série de ton DJI, tu peux le mettre en mode démo, donc le mode démo c'est juste que la nacelle va s'activer toute seule et faire des mouvements. Tu as un tutoriel pour les débutants, mais on va pas le regarder parce qu'on est en plein tutoriel ici. Et tu as un démarrage rapide que j'ai laissé actionner, sache que cette option de démarrage rapide n'est disponible que sur les derniers iPhones, je crois à partir du 12, 13 et 14. En gros, c'est grâce à la puce NFC de l'iPhone, lorsque ton iPhone est posé sur sa pince, qui lui-même est posé sur le DJI Osmo, il va lancer automatiquement, enfin il va te proposer de lancer via une notification directement l'application Mimo pour démarrer un tournage ultra rapidement. Je trouve pas ça hyper utile, mais bon, pourquoi pas. Le bouton suivant, celui-là, n'est disponible que dans un mode pas HDR, donc il faut venir enlever le Dolby Vision. Il n'est pas non plus disponible en 4K 60 images secondes, donc il faut se mettre en Full HD 30 images secondes. Et en gros, on peut l'activer. Ça marchera sur les objectifs principaux de la caméra, mais pour l'exemple, je vais le mettre sur la caméra frontale. En gros, c'est des filtres qui apparaissent sur la tête. Alors moi, j'aime pas du tout. Désolé pour la qualité de la vidéo ici, je suis un petit peu en basse luminosité, mais en gros, regarde, je coupe les filtres. Ma tête normale, je remets les filtres. Tête hyper filtrée, tu peux amincir. Voilà. Tu vois, c'est très subtil. Tu peux également éclaircir le visage. Donc, est-ce que c'est bien utile? Tu peux agrandir les yeux. Donc, c'est vraiment pour des gens peut-être, regarde bien. Ça reste très subtil, moi j'y trouve au minimum inutile, au maximum dangereux, parce qu'on est ce qu'on est et vaut mieux rester avec sa vraie tête. Voilà. On va pas s'attarder sur cette option, je la déteste, elle est pourrie. Allez, suivant. Voilà, donc comme tu as dû le comprendre, ce pictogramme-là sert à venir régler la résolution et le taux de rafraîchissement de la vidéo, donc le nombre d'images par seconde. Moi j'aime bien rester en 4K 60 images par seconde, mais tu peux définir d'autres paramètres si tu le souhaites. Et ensuite ici, tu as accès aux paramètres de ta vidéo. Donc en mode auto, l'ISO et le shutter vont se régler automatiquement. En mode manuel, tu peux définir ton ISO manuellement et ton shutter speed manuellement. Mais tu peux aussi définir ton ISO comme automatique, mais tu peux aussi lui définir un réglage à ne pas dépasser, comme 400, 800, 1600, à toi de voir. Et n'oublie pas qu'en mode automatique, tu as accès au petit réticule ici, comme sur les applications de tournage natives de tes smartphones. Et l'application va venir faire automatiquement le focus et la luminosité sur le point que tu vas cliquer. En restant maintenu, tu peux verrouiller ces paramètres et avec le petit soleil à droite, venir mettre plus ou moins de luminosité. Et pour enlever ce verrouillage, il suffit que tu cliques n'importe où dans l'image. Les différents modes de stabilisation. Alors sur le DJI Osmo Mobile, et comme sur la plupart des stabilisateurs, tu as 3 moteurs, un pour chaque axe. Le moteur panoramique, le premier en partant du bas, qu'on appelle pan. Le moteur d'inclinaison, le second en partant du bas, qu'on appelle tilt. Et enfin le moteur de roulis, le troisième en partant du bas, qu'on appelle roll. Les 4 modes, donc il y a le mode suivre, seul le roll est bloqué. Tu as le mode verrouillage, roll et tilt sont bloqués. Ensuite, tu as le FPV, tout est débloqué. Et le spin shot égale au mode FPV, sauf que le joystick contrôle l'inclinaison de la nacelle et permet donc de faire des vortex. Et à tout moment, tu peux cliquer sur la gâchette et la maintenir enfoncée pour verrouiller tous les axes. Pan, tilt et roll. Pour calibrer au mieux la nacelle, il te faut un trépied bien à plat et bien à niveau. Donc je te conseille de prendre celui livré avec l'Osmo et le poser sur une table plate et droite, ou au sol. Tu vas dans les paramètres, les 3 petits points en bas à gauche, le pictogramme nacelle, puis tu cliques sur étalonnage nacelle et tu patientes, ça va prendre 1 ou 2 minutes, pas plus, et tu auras recalibré l'Osmo. Ça sert à rien de le faire à chaque fois, fais-le que si tu constates que le smartphone est penché, même si tu as bien fixé correctement la pince, ou si tu constates que le smartphone est un peu lourd et qu'il se met à dériver petit à petit.
Les réglages vidéo dans l'application Mimo. Alors, lorsque tu es en mode automatique, tu cliques n'importe où dans l'image pour faire un focus et expo sur ce point. Tu maintiens pour verrouiller l'exposition et le focus et tu as un petit soleil à droite qui apparaît pour régler l'exposition manuellement. Tu trouveras ici une information sur le EV pour Exposure Value. Ça équivaut au petit soleil à droite, c'est en gros l'exposition regroupant le shutter speed, la vitesse d'obturation, et l'ISO. Lorsque tu es en manuel, tu as accès au shutter speed, à l'ISO, et l'EV est non paramétrable car il reflète juste une valeur qui est un mélange de l'ISO et du shutter speed, comme je te l'ai dit juste avant. Tu peux régler ton shutter speed, lui donner la valeur que tu veux, et de même pour l'ISO. Tu peux régler ton ISO en automatique ou avec la valeur que tu veux. Le tracking, une des options phares de l'application DJI Mimo. Le tracking va te servir soit sur trépied à t'auto-filmer en mouvement, soit à la main à faciliter le cadrage de ce que tu filmes. Le tracking n'est pas disponible en mode FPV et en spin shot. C'est dommage. On le retrouve en vidéo, en photo, en hyperlapse. Fonctionne avec tous les objectifs, ultra grand angle et téléobjectif, mais ne fonctionnera pas si tu fais un zoom numérique dans le téléobjectif. J'ai essayé le tracking en activant le mode sport. Ça change rien. Donc si tu as un sujet qui bouge très vite et très fort et que le tracking se perd, c'est pas avec le mode sport que ça va t'aider. Parce que le mode sport ne semble pas fonctionner en mode tracking, tout simplement. Les limites de tracking ne semblent pas être la rapidité des moteurs, mais plutôt les performances logicielles à suivre l'objet, en fait. Pour activer le tracking, tu as trois possibilités. Soit un clic sur la gâchette et il choisira lui-même automatiquement sur quoi il va traquer. Soit tu dessines à la main un petit cadrage autour d'un objet ou d'un sujet. Soit tu as le contrôle gestuel. Le contrôle gestuel n'est pas disponible en mode FPV et spin shot. Il est dispo que pour les modes vidéo, photo et panneau. Tu fais soit un V avec les doigts comme ça, soit une sorte de coucou. Pour que cette option fonctionne, il faut bien évidemment l'activer. À chaque fois, elle se désactive. Parce que ça évite que durant une vidéo, quelqu'un fasse coucou et ça coupe l'enregistrement. Parce que ce mouvement ou ce mouvement déclenche et coupe la vidéo. Tu as la possibilité de le paramétrer pour que ce mouvement et ce mouvement, soit il déclenche et coupe la vidéo, soit il déclenche et coupe la vidéo, et en plus, il te traque, il te suit. Très pratique. Dans l'application Mimo, on retrouve l'option photo. Je ne l'utilise pas, moi, j'y vois pas un gros intérêt. Pour faire des photos, tu n'as pas besoin d'un stabilisateur. Sauf si c'est pour te prendre tout seul en photo. Et là, à ce moment-là, tu utilises la fonction tracking et le contrôle gestuel. Mais bon, à la limite, avec un simple trépied et un retardateur, tu as vite fait un résultat presque équivalent. C'est juste que là, à la limite, avec le tracking, tu peux avoir un cadrage automatique. Voilà, on ne va pas rester plus longtemps sur ce mode. Il n'est pas exceptionnellement intéressant. Le mode panneau. Un mode à plutôt utiliser sur trépied si possible, bien qu'à la main, en bougeant le moins possible, ça passe à peu près. En gros, avec le mode panneau, l'Osmo va pointer dans plusieurs directions, faire plusieurs photos, les abouter numériquement, puis en sortir qu'une seule, grosse. Dans le mode panneau, tu as trois options. Le 3x3. Il va faire un quadrillage de 3 photos par 3 photos, c'est-à-dire 9 photos, les abouter et sortir une méga photo. Tu as le 240 degrés où il fait 7 photos horizontales, les aboute et sort une grande photo panoramique. Tu peux évidemment envisager le 240 degrés en mode vertical plutôt qu'en mode horizontal. Il suffira de venir mettre l'Osmo dans la position horizontale. Et enfin le Clone Me. C'est amusant tout au plus, pas très utile, très gadget, bref. Il fait 3 photos horizontales et à chaque photo, tu as un décompte de 5 secondes qui te permet de te placer pour ensuite simuler un petit trucage, un petit effet où tu t'es cloné. Haha, mort de rire, rigolo. Le mode ralenti, ici tu n'as pas le choix de la fréquence d'image, donc pas le choix de la puissance de ton ralenti. C'est direct le ralenti le plus fort, donc équivalent à du ralenti divisé par 8, soit 240 images par seconde. Pas de tracking, donc tu t'en sers juste pour faire des mouvements fluides ou des jolis FPV, vortex, etc. Mais sinon, il n'y a pas spécialement d'intérêt. Le mode Dynazoom, c'est un vertigo. En deux mots, l'effet vertigo, c'est un effet inventé par Alfred Hitchcock dans son film Vertigo.
On appelle aussi cet effet un travelling compensé. Ça consiste juste à faire un travelling d'avant en arrière ou d'arrière en avant sur un sujet en compensant ce mouvement par un zoom ou un dézoom. J'ai simplifié à l'extrême le concept et l'explication, mais on va pas passer trop de temps sur ça. Tu choisis si tu souhaites faire le mouvement d'avant en arrière ou d'arrière en avant. Tu fais un tracking sur le sujet sur lequel tu souhaites faire l'effet, et comme ça, l'appli conserve le cadrage et le niveau de zoom nécessaire. Tu as les mêmes réglages qu'en mode vidéo sur la définition et la fréquence. Tu peux être en manuel ou en auto, mais par contre, tu as ici accès qu'à un seul objectif, le grand angle, le x1. Pas d'ultra grand angle, pas de téléobjectif. Et c'est un peu logique, l'effet serait très moche avec l'ultra grand angle et pas grandiose avec le téléobjectif. Bref, le Dynazoom, c'est marrant, mais c'est un peu gadget. Je trouve que l'automatisation est pratique, mais pas toujours super fluide. Et j'obtiens souvent de plus beaux résultats, plus propres, avec un vertigo manuel. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet. Je te la mets ici. Alors, sur le timelapse, comme en vidéo, tu as accès à des réglages concernant l'expo, le focus, la définition, la fréquence d'image. Il n'y a pas de 60 ici parce que ça serait inutile, évidemment. Et tu peux lancer ton timelapse comme ça, basique. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à rester dans ce mode-là parce que tu peux très bien faire un timelapse qui ne bouge pas sur un trépied. Pas besoin d'osmo mobile. L'intérêt du mode timelapse ici est de renseigner un mouvement durant la durée du timelapse que la nacelle va effectuer et calculer toute seule. Ça, c'est génial. Alors, tu règles le timelapse en fonction de la durée et de l'intervalle de prise de photo. Ça affiche la durée de la vidéo finale en haut. Tu as deux mouvements prédéfinis, de gauche à droite et de droite à gauche. Mais le top, c'est que tu peux définir ton mouvement avec des points clés de position de caméra, jusqu'à 4 points. Et l'Osmo, durant la durée que tu auras renseigné de timelapse, effectue automatiquement le mouvement de manière régulière et fluide. Et c'est super beau. Tu peux changer avec la molette le focus et le zoom avant l'enregistrement. Une fois l'enregistrement lancé, le zoom est inaccessible, par contre le focus l'est encore. J'y vois aucun intérêt en timelapse. Je pense même qu'il vaudrait mieux éviter de venir toucher le focus en plein timelapse. Le résultat sera moche. Pour un bon timelapse, pense bien à poser le tout sur un trépied. À la main, ça sera moche aussi. Pense à avoir bien de la batterie, de l'espace de stockage. Et en fonction des conditions de tournage, envisage de bloquer ton exposition et ton focus, de manière à ne pas avoir un effet de pompage. Imagine, tu es durant ton enregistrement et l'application, la caméra cherche le focus et cherche l'exposition en permanence. Tu vas avoir un effet de pompage très disgracieux et avec l'effet timelapse, donc l'effet accéléré, ça va être très très laid à la vidéo. Donc mieux vaut tout bloquer. Le mode hyperlapse, tu as le choix de quelques vitesses, mais l'auto est très bien. Mais tu peux totalement envisager de faire une durée bien spécifique au tournage. Par exemple, tu prévois un tournage de 10 minutes, tu choisis un petit x15 et donc ça sortira une vidéo de 40 secondes. Et rien ne t'empêche en post-prod de l'accélérer encore plus. Par contre, tu ne pourras pas la décélérer car ça enregistre du 30 images secondes et tu auras un effet saccadé. Et pour faire un mouvement le plus fluide et régulier possible, tu peux totalement envisager le tracking. Donc comme je te l'avais expliqué, tu entoures au doigt sur l'écran en tactile la zone que tu veux traquer ou le sujet que tu veux traquer. Sache que l'hyperlapse ici ne sortira que en Full HD maximum, pas de 4K, c'est dommage. Sache également qu'en hyperlapse, tous les modes de nacelle sont dispo, ainsi que la molette pour régler le focus ou le zoom. Néanmoins, je déconseille, vu que l'hyperlapse accélère tout à fond, essaye d'avoir quelque chose au tournage de très linéaire et homogène. Et moi je pense que c'est pas très pertinent d'utiliser le zoom ou focus en hyperlapse.